Bienvenue dans Oser rêver, le podcast de la MACSF. L'audace serait-elle la clé du bonheur ? Écoutez ceux qui ont osé des projets audacieux et prenez une dose d'inspiration. Je suis Mélanie Slevsik, je suis la fondatrice directrice de Colibri Intergénération, qui est une start-up qui va bientôt avoir 5 ans, qui est un site internet qui permet de mettre en relation des jeunes et des gens qui cherchent à se loger chez l'habitant, mais surtout avec une envie spécifique de partage, de lien social, d'immersion. Et ça dans toute la France. Et aujourd'hui, on est le seul acteur à proposer un matching, c'est-à-dire une présélection des profils pour que finalement, la cohabitation au quotidien se passe bien. C'est ma grand-mère qui a fait naître l'idée de Colibri Intergénération. C'était il y a 7-8 ans, où mon grand-père était décédé, la maison était très grande, et le choix, en fait, à ce moment-là que la famille prend pour ma grand-mère, c'est de lui dire quitte ta maison, puis on va te mettre dans un établissement où il y aura plein de personnes comme toi. Et le jour où on l'a aménagé, j'étais là. Finalement, moi, ce que je retiens de cette journée, c'est le soir quand je suis partie et qu'elle m'a tenu la main et qu'elle m'a dit « Mélanie, ramène-moi chez moi ». Et je pense que cette phrase m'a choquée, m'a fait comme un truc où on se dit « Mince, on s'est complètement planté en fait. C'est pas ce qu'elle voulait, c'est pas ce qu'elle a tenté, c'était notre choix à nous ». Et du coup, dans ma tête, je me suis dit on a des personnes comme ma grand-mère qui veulent rester chez elle. Et puis, en parallèle, on a des gens qui n'arrivent pas à se loger. Qu'est-ce qui pourrait faire que ces gens se rencontrent ? Qu'est-ce qui pourrait faire qu'ils aient envie de vivre ensemble ? Je suis allée voir à l'étranger ce qui se passait. Et là, j'ai découvert même des villages intergénérationnels, des rues où vous aviez plein d'appartements, plein de maisons, avec des espaces communs, des maisons communes, des jeunes, des moins jeunes, mais vraiment du multigénérationnel. Donc, je suis revenue en France et je me suis dit, allez, banco, on y va. On va lancer une histoire. On va créer une émulation autour de cette valeur de l'intergénérationnel et on va identifier tout ce qui fait aujourd'hui que ça ne décolle pas en France. Et j'en ai fait une force pour Colibri. Quand j'ai eu l'idée de Colibri Intergénération, donc sur le papier, à ce moment-là, j'étais conseillère professionnelle dans une banque où je me plaisais, mais suite à une mutation de mon conjoint sur un autre périmètre géographique, je me suis plus sentie aussi embarquée dans l'aventure. Et c'est vraiment il y a 6 ans, je suis tombée enceinte de mon dernier enfant. Et je me suis dit, finalement, saisissons l'opportunité pour reconstruire aussi ma vie professionnelle en parallèle de cette nouvelle vie de 3e vie de maman. Colibri, ça vient de la légende amérindienne du petit oiseau qui, tout seul, essaye d'éteindre un feu de forêt et tous les animaux de la forêt lui disent « tout seul, tu n'y arriveras pas ». C'est exactement ça. Quand j'ai quitté mon job, tout le monde m'a dit « Mélanie, tu fais une super connerie, t'as un super poste, t'as une évolution possible, tu n'y arriveras pas ». On me dit ça, je fonce. Un peu comme les enfants, quand on leur interdit de faire les choses, on fait les choses. Et c'est ça, en fait, l'histoire. Donc, Colibri, c'est le ensemble, c'est le co-construction. Libre, c'est la liberté de choisir la solution de Colibri, si ça te plaît. Là, on fait référence à ma grand-mère. Et le 2E, c'est le ensemble. Parce que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un logeur, un logé, donc un jeune, un senior, et que ce soit encadré par un tiers de confiance, c'est-à-dire l'équipe de Colibri. Quand j'ai monté la société, j'étais toute seule et je le suis restée à peu près à 18 mois. Alors, 18 mois, c'est court et c'est long à la fois. Quand on se lance dans l'aventure entrepreneuriale, comme j'ai pu le vivre, où c'est ma première histoire entrepreneuriale, ça paraît très long des fois. On se sent seul, on se sent un petit peu impuissant face à différentes problématiques qu'on ne maîtrise pas. Et je pense qu'à un moment donné, j'ai eu le déclic de me dire il faut que je sois accompagnée par des experts sur des sujets spécifiques comme un incubateur. Moi, j'ai rejoint au bout d'1 an et demi un incubateur qui est le Labo Village Baïséa sur Orléans. Et puis, en parallèle, j'ai pu rencontrer au fur et à mesure de l'avancée du projet des belles personnes. Donc, mon CTO, aujourd'hui, qui est un de mes associés opérationnels, qui m'a aidé à construire le site internet, puisque je vais être très honnête avec vous, en tech, j'y connais que dalle. Je me forme au quotidien et c'est ça qui est aussi jouissif, c'est-à-dire de se dire, moi j'ai une étiquette commerciale et pourtant aujourd'hui je commence à comprendre des fois le langage dont il parle. Alors avant j'étais très très loin de tout ça.
Et puis, j'ai rencontré une associée opérationnelle sur le côté un petit peu commercial et market-com qui m'a beaucoup apporté les premiers mois. Et puis, les choses se faisant, en 2023, j'ai eu la chance de passer dans une émission de télé sur la 6, qui va être mon associé, et qui m'a permis de rencontrer des investisseurs qui ont rejoint l'aventure de Colibri Intergénération et qui, aujourd'hui, m'apportent énormément. À date, Colibri, c'est 11 collaborateurs, avec des gens qui sont là depuis plus ou moins longtemps, avec des jeunes, des confirmés. Il y a cette volonté de créer cette diversité de public dans l'entreprise, parce qu'on s'apporte tous les uns aux autres aussi, et qu'on a tous une certaine compétence. Le jour marquant pour moi qui a annoncé les débuts de Colibri, c'est le jour où j'ai quitté ma carrière de salarié, puisque ça faisait un certain moment que j'étais salariée. Et je pense que c'est la rupture, finalement, entre ces deux mondes, où on va vers l'avenir, vers l'inconnu, on sort du cadre, il n'y a plus personne au-dessus de vous, vous êtes décideur, c'est vous qui prenez toutes les décisions stratégiques, vous vous plantez, c'est de votre faute à vous, vous amenez les gens, c'est grâce à vous, vous réussissez, et c'est tous ensemble qu'on réussit. Je pense que c'est ça, la première étape de Colibri, qui a été suivie très rapidement des premiers clients. Forcément, quand on se dit « Ah, ça y est, on a nos premiers clients », c'est que finalement, on ne fait pas n'importe quoi et que ça commence à fonctionner. Et puis, à tout bout de champ, c'est le premier recrutement, c'est le premier partenaire. Il y a toutes ces petites étapes qui mettent un petit peu de piment dans le quotidien d'un entrepreneur. J'avais l'environnement possible à ce moment-là pour le faire. Je ne suis pas partie sans rien, sans filet. J'ai un conjoint, j'ai une famille, j'ai une certaine stabilité. Je ne donnerai jamais le conseil à quelqu'un qui n'a pas les moyens ou l'accompagnement financier suffisant de se lancer, de tout plaquer du jour au lendemain, sauf si vraiment le projet qu'il a entre les mains est juste incroyable et que ça va péter du jour au lendemain. Mais il faut faire aussi quand même attention à bien prendre les bonnes décisions au bon moment. Il y a des étapes à respecter quand on veut lancer un projet. Je pense qu'en amont, avant même d'immatriculer l'entreprise et de se lancer, il y a une période de recherche, d'études. C'est ce qu'on appelle les études de marché, les business plans, etc. Alors moi, j'ai travaillé dans la banque, donc ce côté-là, je le maîtrisais. Et je ne serais pas partie dans l'aventure sans avoir cette maîtrise du sujet plutôt financier. Savoir est-ce que mon idée, elle est business. Ça, c'est hyper important. On peut avoir la meilleure idée du monde, mais s'il n'y a pas de business derrière, il ne faut pas y aller, sinon c'est qu'on est un peu cinglé quand même. Parce que quand on part dans l'aventure comme ça d'une entreprise, qu'on est tout seul, on se dit « Ok, c'est mon argent que je mets dedans, mais mon argent n'est peut-être pas suffisant. Il y a peut-être des aides qui existent. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Tous les prêts d'honneur, Initiative Loiret, France Active, Réseau Entreprendre, j'ai tous été les solliciter et ils nous ont tous accompagnés. Donc si eux-mêmes accompagnent votre projet, c'est qu'il y a quelque chose. Parce qu'ils ne vont pas vous donner comme ça des sous en disant « Oh, super, on se tape dans la main et puis banco ». Non, il y a une étude qui est faite aussi par leurs soins. Et puis, à un moment donné, faut y aller. Et toc, on y va. Au tout début, Colibri, c'était un site vitrine. Voilà, c'était un site, une page, Colibri, qu'est-ce qu'on fait, nos valeurs, notre modèle, qu'est-ce que vous payez, une petite FAQ comme il en faut pour tout le monde. Et après, j'ai mon CTO, donc John, qui m'a accompagnée sur, on va dire, un site beaucoup plus qualitatif, plus agréable, plus intuitif. La vie d'un entrepreneur, c'est un peu finalement très très proche de la vie d'un couple. C'est des rencontres qu'on fait lors d'apéros, lors d'événements, de meetings. Et moi, mes associés, et notamment mon CTO, je l'ai rencontré grâce à mon incubateur. Quand je suis allée les voir, quand je me sentais seule, puisqu'il y avait eu la période du Covid, que j'ai pris en plein dans la tête 6 mois après la création de la boîte, je leur ai dit, je me sens un peu seule, j'aimerais bien être accompagnée sur des sujets spécifiques que je ne maîtrise pas. Et puis il y a le site. C'est eux, en fait, qui m'ont mis en relation avec mon CTO d'aujourd'hui. Alors, mes 5 ans d'entrepreneur n'ont pas été de tout repos. Voilà, parce que 6 mois donc, après la création de la boîte, il y a eu le Covid, donc 1 an d'inactivité commerciale, qu'on a su en faire une opportunité, c'est-à-dire qu'on a créé une communication sur ce que l'on souhaitait faire, sur nos valeurs et nos enjeux. Donc pendant 1 an, on n'a fait que de la communication. En février, puisqu'on est passé le 25 janvier sur M6. Donc là, il faut gérer le flux. C'est génial, on est hyper content, on a fait de l'audimat, on n'a jamais eu autant de visibilité, il faut qu'on assure derrière. 1 mois après, on m'apprend que je suis atteinte d'une maladie. Voilà, c'est pas évident à gérer quand on est en qu'est-ce qui va se passer. Là, j'ai la chance, c'est que j'ai des personnes sur qui je peux me
me reposer, entre guillemets, qui n'ont pas la maladresse de se dire « bon, c'est fini, on oublie tout, on part chacun de son côté ». Non, comme on a créé un ensemble, finalement, dans le quotidien, ces personnes, à des moments où j'étais plus fatiguée, ont pris le relais, tout simplement. N'ont jamais pris ma place, mais ont pris le relais. Et ça, c'est hyper important. Ces obstacles nous ont renforcés. Et ce qu'il faut dire aux gens, c'est qu'un entrepreneur, c'est un humain. Un entrepreneur, ce n'est pas une machine. C'est quelqu'un qui peut être sensible, attaqué, touché, même si des fois, on se montre sous notre plus belle facette, on est humain. Donc, il faut accepter des fois que ce qu'on avait décidé de faire ne se fait pas. Il faut s'en servir. Il y a une leçon à retenir de tout ça. Si on fait les choses et que jamais on prend de la hauteur pour se dire pourquoi ça s'est passé comme ça, pour que demain, ça ne se reproduise pas, c'est pas bien. En fait, un entrepreneur, il ne peut pas agir tel quel. Et en tout cas, c'est comme ça que moi, je vois la vraie vie d'un entrepreneur, c'est prendre ce qu'il y a à prendre, accepter qu'on se plante et de s'en servir pour être meilleur demain. Dans le quotidien, j'ai dû apprendre. Et j'ai appris de différentes façons. Soit en suivant sur les réseaux d'autres entrepreneurs qui sont même pas du même secteur que moi, mais qui ont un petit truc. Voilà, moi, je marche beaucoup au feeling. Et du coup, je prenais d'eux. Même si je les appelais pas pour leur dire « est-ce que tu peux m'expliquer ?» Je voyais comment ils faisaient, ce qu'ils partageaient. Et j'ai créé un réseau qui a commencé à monter en puissance. Et du coup, je vais chercher, dès que j'en ai besoin, mon réseau. Ça peut être un réseau de proximité, grâce à mon incubateur, avec des experts, des coachs. Ça peut être un réseau avec d'autres entrepreneurs, des anciens entrepreneurs ou des personnes qui sont juste prêtes à m'apporter un conseil à un moment donné. Un entrepreneur qui n'a pas de réseau, ça doit être très, très compliqué pour lui. Il faut s'ouvrir, il faut regarder les belles réalisations des uns pour s'en inspirer, les échecs aussi, et en parler. Au bout de 5 ans d'activité, j'ai un constat, c'est que j'ai pas atteint les objectifs que je m'étais fixés, financiers. J'ai dépassé les objectifs que je m'étais fixés en réseau, en accompagnement, en richesse humaine. Ça a explosé. En tout cas, certains des objectifs, moi, je les ai réévalués au bout de la 2e année, en me disant c'est beaucoup plus cohérent de prendre plus de temps à réaliser les choses parce que c'est mieux réalisé, mieux structuré. Et je préfère prendre 1 ou 2 ans de plus pour que ma croissance fasse x10 en 2025 ou en 2026. Être entrepreneur, oui, ça change la vie, ça c'est sûr. Notre agenda n'est plus du tout le même, on ne fait plus du 9h, 18h. On est à la limite de la frontière entre la vie perso et la vie pro. Tellement on s'engage, tellement on a envie de bien faire les choses. Et ça, c'est un vrai constat. Aujourd'hui, depuis en tout cas mes petits problèmes de santé, je m'organise différemment. Je prends plus de temps pour moi. Je vais chercher mes enfants à l'école, je les récupère, je les amène, je passe du temps avec eux. Ça m'arrive un samedi, plutôt que d'être de 8h à 20h sur mon ordinateur en train de pianoter, de faire une pause de 2h l'après-midi, d'aller au parc avec le plus jeune d'entre eux. C'est hyper important de se construire avec sa maman à ses côtés. Ces petits moments de vie privée me donnent encore plus l'envie de réussir à titre professionnel. Parce que je vais être une bonne maman, mais je veux aussi être une bonne entrepreneur. Et je veux montrer que c'est possible de le faire. J'ai toujours entendu parler, un entrepreneur, c'est 3000%, il prend jamais de vacances, il bosse 72 heures par semaine. Sauf que non, c'est pas vrai. À ce rythme-là, un entrepreneur, il tient pas. Voilà, c'est hyper important. Donc, il y a vraiment cette structuration dans l'organisation du quotidien pour être bien avec toutes ces casquettes différentes qu'on peut avoir. Aujourd'hui, je suis très fière de pouvoir commencer à mettre en avant ça en disant je réunis des populations que finalement tout oppose sur le papier, les jeunes, les moins jeunes. Je fais un pont entre les générations grâce au logement, mais d'une autre façon. Je le fais, c'est hyper symbolique, hyper humain ce qu'on fait. On a des super valeurs qu'on défend au quotidien. On fait payer moins cher les jeunes, ça permet aux plus âgés, ou en tout cas à toutes les personnes, d'arrondir leur fin de mois et de vieillir, ou de grandir en tout cas plus sereinement. On essaye de faire au mieux pour accompagner tous nos clients. Je dis pas qu'on n'avait pas eu des ratés à un moment donné où on a eu des coups de bourre, mais pour autant, on s'en est servi de leçon pour changer les choses. Et encore aujourd'hui, on travaille sur la structuration d'un service qualité chez nous pour mieux accompagner les gens. Lorsqu'on crée un projet, il faut avoir conscience qu'une entreprise, ça s'immatricule. Donc déjà, il faut choisir la structure, statut juridique. Et en fonction de ça, il y a un montant qu'on appelle le capital social que l'on doit amener dans l'entreprise. Donc il faut un apport personnel. Il est plus ou moins important, on met plus ou moins d'argent en fonction de ses disponibilités. Après, en fonction de la maturité de son projet, on fait appel à des différents organismes. Les tout premiers, c'est ce qu'on appelle les prêts d'honneur.
Donc, c'est Initiative France, France Active, Réseau Entreprendre, toutes ces petites aides qui existent. Ça peut être sous forme de subvention ou de prêt à 0%. Et ça, c'est canon. Après, vous pouvez aller voir votre banque. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai été financée dès le départ par ma banque, que je remercie d'ailleurs. Et dès qu'on a un projet de développement, soit sortir un nouveau produit, un nouveau service ou investir à un moment donné, on va aller chercher sa banque. Mais à un moment donné, sa banque, elle ne peut pas vous financer tout le temps. Et on passe par ce qu'on appelle une levée de fonds. Voilà, on fait une levée de fonds parce qu'on a un besoin. Donc, la levée de fonds, c'est quoi ? C'est on ouvre son capital à des investisseurs extérieurs. C'est ce que j'ai fait avec l'émission qui va être mon associé. Et c'est ce que je refais aujourd'hui, où je vais ressolliciter mes investisseurs historiques et de nouveaux investisseurs. Il y a la notion d'argent, mais il n'y a pas que la notion d'argent. Il y a aussi l'expertise. Et chez un investisseur, c'est ce qu'on trouve. Une banque, elle va vous prêter de l'argent. Et un investisseur, il va vous apporter de l'argent en contrepartie d'une part de l'entreprise. Et il peut aussi être opérationnel, c'est-à-dire vous aider à développer le projet. Alors, ce qui est très marrant, c'est quand j'ai quitté ma dernière activité professionnelle, j'étais chargée d'entreprise, chargée pro, dans une banque. Et donc, du coup, j'ai aidé les entreprises à se développer par les prêts bancaires, notamment. Et je me suis dit, plus jamais. Finalement, c'est ce que je refais au quotidien, où je suis un peu le porte-parole et la représentation de Colibri à l'extérieur, donc auprès de ma banque, auprès du réseau potentiel des investisseurs. Donc ouais, effectivement, je reprends un petit peu ma sacoche avec mon BP, mes SIG. Donc mes SIG, c'est les soldes d'intermédiaires de gestion, chiffre d'affaires, valeur ajoutée, etc. Et puis, je vais le défendre. Et je vais le défendre au plus grand nombre parce que j'ai besoin de beaucoup d'argent pour me développer. Aujourd'hui, on n'est pas rentable. On est une jeune entreprise, on est sur un marché innovant par la technologie qu'on utilise, par le service qu'on met en avant. Et on est aussi sur un marché qui nécessite une acculturation. Les potentiels utilisateurs qu'on va accompagner dans le temps, ils ont encore besoin d'être rassurés, ce qui est normal, d'être accompagnés. Donc, ça nécessite du temps. On n'est pas un produit. On n'est pas un produit qu'on peut mettre sur un site marchand et qui s'achète tout de suite. Vous le testez, vous êtes content, vous le reprenez. C'est un petit peu différent. Le parcours d'achat est beaucoup plus long. Donc oui, il me faut de l'argent. Alors là, je m'adresse à tous les auditeurs du podcast. N'écoutez pas forcément tous les conseils qu'on vous donne. Il y en a certains qui arrivent au départ, qu'il ne faut surtout pas suivre, sinon ça ne marche pas. Genre, tu peux pas faire ça, tu as une carrière qui est déjà toute tracée, c'est compliqué, tu as une famille à nourrir, etc., etc. Il faut y aller. À partir du moment où, au-delà d'avoir une idée, on a une solution qui répond à un besoin, moi, je suis convaincue qu'il faut tester. Au pire, ça marche, c'est génial. On vit quelque chose d'exceptionnel. Créer quelque chose, c'est magique. Voilà, ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est vraiment de foncer. Au-delà de se lancer, qui est la première étape, c'est de foncer. Parce que tous les jours, c'est différent. Aucune journée ne se ressemble. Et c'est ça qui est juste génial, tant pour l'entrepreneur que l'on est, que pour l'entreprise que l'on crée. C'est pas un long fleuve tranquille. C'est des jours où on se dit « Waouh, comment on va gérer ? C'est compliqué. » On raccroche un téléphone, on a envie de pleurer en fait des fois. Et finalement, le lendemain, on a juste envie de rigoler et de partager. Aujourd'hui, on me demande toujours quel conseil je n'ai pas suivi. Justement, celui de ne pas me lancer, en fait. Parce qu'on m'a dit au début « Mélanie, tu devrais pas, tu prends trop de risques. » Oui, mais aujourd'hui, Mélanie, elle est là. Mélanie, elle a une équipe de 11 personnes. Mélanie, elle a la tête de Colibri Intergénération. On essaye d'écrire une histoire. Encore un témoignage inspirant. À vous de jouer maintenant avec les conseils de la MACSF. Vous avez un projet ? Achetez la résidence de vos rêves ? Préparez un tour du monde ? Lancez votre entreprise ? Une chose à garder en tête, un projet, ça se prépare. Au cours d'un rendez-vous, les conseillers MACSF vous aideront à trouver des solutions d'épargne et d'investissement adaptées à votre projet. Osez rêver. Appelez un conseiller au 32 33 ou consultez le site macsf.fr pour prendre rendez-vous. Vous avez écouté Osez rêver, le podcast de la MACSF. Retrouvez d'autres aventures dans notre série de podcasts sur votre plateforme préférée. MACSF, ensemble, prenons soin de demain.